Je vais céder la parole à Frédéric Gomas, qui m'a remplacé à Gustave Roussy comme chef de l'unité vasculaire de l'adulte et de l'enfant et qui va donc parler des indications respectives des cathéters centraux classiques et chambres implantables. Vas-y Frédéric. Oui, bonjour à tous. Effectivement, moi je vais vraiment parler des indications et un petit peu pour essayer de savoir finalement quel dispositif choisir entre la chambre implantable et le cathé veineux central en fonction des indications. Voilà, en termes de lien d'intérêt, j'ai des collaborations occasionnelles avec Vigon et Bébron. Alors, en ce qui concerne les indications des accès vasculaires centraux de manière générale, on en a déjà un petit peu parlé. Je vous les rappelle rapidement. Il y a évidemment la perfusion des produits vénotoxiques, qui sont les principales indications. Les produits irritants vésicants, typiquement les chimiothérapies. Et également les produits avec des osmolarités qui sont importantes, supérieures à 900 milliosmoles par litre. C'est typiquement les nutritions parentérales. Et puis les produits avec des pH acides ou alcalins, on en parlait tout à l'heure, notamment la vancomycine, voilà, qui peut avoir un pH assez acide entre 2,5 et 4,5. Et puis les autres indications qui sont les thérapies intraveineuses prolongées. Et je vous ai mis patient imperfusable avec un point d'interrogation parce que classiquement, c'est une des indications qu'on retient et on a vu en fait avec le premier topo sur le midline que finalement c'est pas forcément et même d'ailleurs probablement pas une bonne indication à un accès vasculaire central, le patient imperfusable, mais c'est plutôt un midline qu'il faudrait lui poser. Alors, après, si on essaye de savoir quel dispositif poser, on cherche un peu à comparer ces différents dispositifs. Et là, je vous propose de voir un petit peu une étude publiée dans le Lancet en 2021, l'étude Cavas, et c'est des Anglais, qui s'est intéressée à une population d'oncologie pour les traitements supérieurs à 3 mois, donc pour les traitements de longue durée. C'est, à ma connaissance, la seule étude prospective multicentrique qui compare tous les différents dispositifs. Voilà, alors, par contre, en oncologie, il n'y a pas de données sur l'oncohémato, parce qu'ils n'avaient pas assez de patients d'oncohémato. Et donc là, ils ont comparé chacun des dispositifs 2 à 2, donc le PIC versus le Hickman, donc c'est un cathé tunnélisé à manchon, la chambre implantable versus le Hickman et le PORT versus PIC. Alors on ne va pas s'intéresser au PIC versus Hickman parce que ce n'était pas l'objet du topo, mais plutôt à la chambre implantable versus les deux autres dispositifs. Et déjà, la première chose qu'on voit, c'est que la chambre implantable, de manière globale, se complique moins pour des durées de traitement supérieures à 3 mois que le cathéter tunnélisé ou le PICC line. Et si on rentre un peu plus dans le détail, on s'aperçoit vis-à-vis du PICC line qu'il y a plus de complications en termes de thrombose sur les PICC line que sur les cathéters. En termes d'infection, il y a plus d'infections sur les cathéters tunnélisés que sur les champs implantables. Je vous ai mis d'une couleur un peu différente la comparaison sur les chambres versus les pics. Parce que en fait, la durée d'utilisation est très différente dans l'étude entre les chambres et les PICC line. Elle est quasiment 2 ou 3 fois supérieure. Et si on rapporte au nombre d'infections par jour de pose de cathéter, finalement, on n'obtiendrait probablement pas le même résultat, voire un résultat inversé. Si on reprend les ablations de dispositifs en fait, pour cause de complications entre les cathéters tunnélisés et les champs implantables, on a un taux d'ablation qui est 2 fois supérieur sur les cathéters tunnélisés que sur les champs implantables. Et enfin, si on s'intéresse, pour les complications mécaniques, PICC line versus chambre implantable, on a plus de complications mécaniques sur le PICC line que sur la chambre implantable. Et si on s'intéresse au coût du dispositif pendant sa durée d'utilisation, ramené au coût semaine, là encore une fois, la chambre implantable a un coût qui est inférieur au PICC line et au cathéter tunnélisé. Voilà. Donc ça permet de se donner un peu une idée dans cette indication. Après, si on prend une autre grosse indication de voie veineuse centrale qui est les nutritions parentérales, alors si on regarde les recommandations, on a les recommandations de la Société américaine de nutrition parentérale, des recommandations qui datent de janvier 2019, qui disent que la nutrition parentérale doit être faite sur un cathéter tunnélisé, qu'on peut utiliser le PICC line, mais avec un niveau de preuve quand même qui est assez faible. Alors si on voit un peu des études plus récentes que
ces recommandations. On a une étude qui est publiée d'ailleurs dans le même journal, hein, le Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, qui date de 2021 et qui compare finalement les 4 dispositifs, donc les PICC-Line, les cathéters non tunnelisés, les cathéters tunnelisés et les champs implantables, pour des nutritions parentérales au long cours. Et là, on s'aperçoit que l'avantage qu'avait la chambre implantable en termes d'infection, on ne le retrouve plus sur des nutritions parentérales au long cours. Donc, probablement, ça n'est pas le bon dispositif. Voilà. Ensuite, dans les autres indications, les utilisations intensives, notamment en oncohémato, les champs implantables ne sont pas recommandés en oncohémato. Alors, il n'y a pas d'études de bonne qualité sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que l'oncohémato, c'est un secteur dans lequel le risque d'infection d'accès vasculaires centraux est très important. Et on sait aussi que si on pose une chambre implantable, en fait, l'ablation risque d'être compliquée en cas de complication. Ça, à cause des thrombopénies qui sont très prolongées et profondes dans ces indications. Et de manière générale, en fait, dans les utilisations intensives, on déconseille l'utilisation des champs implantables, principalement à cause de la majoration du risque infectieux, comme on l'a vu dans l'étude sur la nutrition parentérale, en cas d'utilisation continue. Ensuite, si on s'intéresse au traitement de courte durée, donc inférieur à 2 à 3 mois, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'études comparatives déjà avec la chambre implantable. Souvent, en fait, elle n'est pas étudiée dans ce type d'indication. Mais généralement, on ne la recommande pas parce que en fait, sa mise en place et son retrait est un peu plus compliqué à mettre en œuvre qu'une pose de PICC-Line ou de cathéter tunnelisé. Alors après, la place du cathéter tunnelisé versus le PICC-Line, c'est pas encore bien défini. Il n'y a pas de grosses méta-analyses prospectives. Il y a quelques études prospectives qui existent. Ce qui a plutôt l'air de ressortir, en tout cas, c'est que le PICC-Line aurait peut-être plus tendance à faire un peu plus de dysfonction et de thrombose, et les cathéters tunnelisés plutôt tendance à faire un peu plus d'infection. Enfin, en tout cas, pour le moment, les choses ne sont pas encore tranchées de manière très très précise. Et donc, si on récapitule tout ça finalement, désolé, la diapo est pas tout à fait bien mise en colonne. Les indications de la chambre implantable, et ça, je pense que c'est assez bien défini, c'est principalement pour les traitements séquentiels de plus de 3 mois, et là c'est vraiment le cas en oncologie, et les traitements discontinus au long cours, éventuellement des nutritions parentérales discontinues, et puis des traitements comme par exemple les mucoviscidoses, ça va être des antibiothérapies qui vont être discontinues et prolongées, ou dans d'autres maladies métaboliques. Pour les autres indications, c'est les cathéters tunnelisés, les nutritions parentérales continues, les utilisations intensives, les leucémies, les allogreffes, les traitements de moins de 3 mois, tout en sachant que ces cathéters tunnelisés ou PICC-Line, pour le moment, la littérature ne nous permet pas de vraiment trancher dans toutes ces différentes indications. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Frédéric. Donc vous l'avez compris, il y a 2 écoles. À ma droite, l'école plutôt PICC-Line, à ma gauche, l'école plutôt cathéter tunnelisé. Je pense que les 2 dispositifs sont à peu près équivalents. Alors, en attendant qu'il y ait des questions, moi j'ai une question qu'on me pose assez souvent. Nous, on venait au départ de centres anticancéreux, donc des centres où tous les soignants ont une énorme habitude de l'utilisation des chambres implantables et des cathéters tunnelisés. Et on me pose de temps en temps la question, est-ce qu'on peut, dans un hôpital général, pour un patient qui vient se faire opérer de je ne sais quoi en dehors de la cancérologie, est-ce qu'on peut utiliser la chambre implantable pour faire une induction de l'anesthésie? Et qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a démarré? Est-ce qu'on entretient sur la chambre implantable? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut utiliser un accès vasculaire central pour faire une induction d'anesthésie. On évite le maximum parce que l'utilisation d'un accès vasculaire central, ça nécessite quand même des règles d'asepsie qui sont très rigoureuses pour éviter l'infection. Et l'utilisation en péropératoire de l'accès vasculaire,
on ne respecte pas toujours bien toutes ces règles. Et puis en plus, potentiellement, pendant l'intervention, on va être amené à l'utiliser de manière urgente et on n'aura pas le temps d'utiliser toutes les précautions qu'il faut. Donc pour les patients qui sont très difficilement perfusables, voire imperfusables, effectivement, on va aller faire éventuellement l'induction dessus parce que c'est un moment qui est plutôt calme où on a le temps de bien prendre toutes ces mesures d'hygiène. Et une fois que le patient est endormi, on va aller poser un accès vasculaire périphérique, éventuellement sous écho, éventuellement un midline, et on fera le reste de l'anesthésie dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas faire toute son anesthésie, tout son bloc opératoire sur l'accès vasculaire central parce que immanquablement, on va faire des faux d'asepsie et derrière, on va se retrouver avec des complications infectieuses sur l'accès vasculaire central, quel qu'il soit, que ce soit une chambre implantable, un cathéter tunnelisé ou un PICC line. Je pense que dans tous les cas, il vaut mieux éviter de faire toute son anesthésie dessus. Alors j'ai deux questions là que je vais mélanger. J'ai une question entre ponction jugulaire basse et ponction sous-clavière. Qu'est-ce qui est le mieux pour une chambre implantable? Et une deuxième question, est-ce qu'il existe une application pour le choix de la technique suivant l'indication? Alors je ne sais pas si c'est la technique de pose ou pour le choix du matériel. Alors pour ce qui est du choix de l'accès vasculaire, très franchement, ça dépend un petit peu de la dextérité du poseur et du maniement de l'écho. Parce que très clairement, avec l'utilisation de l'écho pour les ponctions d'accès vasculaire, on réduit très sensiblement le risque de complications. Tout dépend de à quel point est-ce que on le manie bien. Et quand on pose une sous-clave, en fait, sous écho, la sous-clave, elle est plus profonde, elle est souvent beaucoup plus proche des structures qui sont dangereuses, la plèvre par exemple et l'artère, et globalement on a plus de risques quand même de faire une erreur que sur une jugue basse où normalement la plèvre est un petit peu plus loin, en plus elle est parallèle à son aiguille donc on ne va pas rentrer dedans, et l'artère quand on est vraiment très basse et qu'on va même sur un confluent veineux-brachio-céphalique, elle est même pas dans le même plan, on l'a pas sur son image. Donc, en théorie, les complications sur une jugulaire basse, elles sont virtuelles, en fait. Globalement, on n'en a jamais. Sur la sous-clave, c'est vrai pour ceux qui savent très bien manier l'échographie et la ponction sous écho. C'est un peu moins vrai quand on a un peu moins l'habitude. Donc, voilà, c'est un peu la chose qu'il faut garder en tête. Se lancer dans une sous-clave, c'est très bien, à condition de vraiment être bien sûr de ce qu'on voit et de toujours voir son biseau sur son image quand on fonctionne l'accès vasculaire. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais... Et pour la deuxième question, est-ce qu'il existe une application? Moi, je pense que peut-être sur le site du GIFAV, c'est-à-dire le groupe interdisciplinaire francophone accès vasculaire, il doit y avoir la réponse à cette question. Sur l'application, si je ne dis pas de bêtises, alors il y a un arbre décisionnel pour le choix du dispositif. Par contre, pour le choix de la voie d'abord, je ne crois pas. Pour le choix du dispositif, je pense qu'il y a effectivement des applications sur le net ou sur le GIFAV. En fait, je pense surtout qu'elles doivent être réfléchies dans chaque établissement, les indications de dispositifs, et chaque établissement, en fonction de ses poseurs, en fonction de ses demandeurs, doit construire son propre arbre décisionnel. Il existe, par exemple, sur le site du GIFAV, sur le site du Gavecelt, sur le site de l'AVA, des arbres décisionnels. Mais la réponse, finalement, elle est en nous. Elle est par le travail de réflexion qu'on doit avoir dans chaque établissement. Et ce qu'il ne faut surtout pas négliger aussi d'ailleurs dans le choix de l'abord, c'est la formation des infirmières dans les services ou à domicile. Quels sont les dispositifs qu'elles ont l'habitude de manier, parce qu'en termes de complications, et notamment quand on parlait tout à l'heure de PICC line versus cathéter tunnelisé, ça dépend énormément aussi de la formation des infirmières qui vont s'en servir, aussi bien dans la structure qu'à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui est à ne pas négliger quand on choisit le dispositif qu'on met en place. Peut-être un dernier petit point, se préoccuper de ce que souhaite le malade. Parce que souvent, notamment dans les dispositifs vasculaires de longue durée, on est un peu surpris. Et parfois, il y a des patients qui ont déjà des histoires de cathéters veineux centraux et qui préfèrent telle ou telle voie. Et il faut savoir parfois les écouter. Quand ce n'est pas
quand c'est pas fondamental. Il faut les emmener vers ce qu'on souhaite de mieux pour eux. Mais parfois, la discussion existe vraiment et on peut aussi les écouter. Merci, on ne va pas aller plus loin parce que sinon on va déborder.